Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler d'un des plus grands réalisateurs encore en activité et dont plus personne ne parle vraiment et je me demande bien pourquoi. Il s'agit de Spike Lee. Spike Lee, donc très grand réalisateur qui fait des films depuis les années 80. Il a fait ses classes avec Ang Lee, c'est assez marrant. Ils ont toujours été très amis, tous les deux. Les films ont toujours une touche très new-yorkaise, puisque c'est là qu'il a toujours habité, à Brooklyn. Et moi, j'ai commencé ma formation de cinéphile quand j'avais 12-13 ans. Et j'ai commencé avec ces films. Enfin, il faisait partie des réalisateurs que je regardais beaucoup. Les premiers que j'ai vus, ça a dû être Do the Right Thing, pour lequel il a failli avoir la Palme d'Or, mais Wim Wenders était président du jury, et il paraît qu'il n'a pas beaucoup aimé le film, qu'il l'a trouvé même raciste. Alors là, souvent on lui a fait ce reproche à Spike Lee d'être raciste. Alors je comprends pas beaucoup pourquoi, parce que les Noirs, les Juifs sont tous dépeints d'une façon assez caricaturale. Et je vois pas pourquoi une communauté se sentirait plus offusquée qu'une autre. Enfin, si on connaît ces films, tout le monde en prend pour son grade et il dit plutôt du bien de toutes ces communautés, que ce soit les Italiens, que ce soit les Afro-Américains, les Juifs. Il a plutôt du bien à dire de toutes ces communautés plutôt que du mal. En général, il est surtout pour les minorités, Spike Lee. Il est pour une entente entre toutes les minorités. Mais c'est vrai qu'il peut montrer des personnages pas forcément très aimables. Et c'est peut-être un petit peu trop subtil pour certaines personnes, je sais pas. Mais pour moi, c'est clair que c'est un pacifiste, Spike Lee. Et aucunement un raciste. Donc Do the Right Thing, c'est le film le plus connu de Spike Lee, avec John Turturro, avec Samuel L. Jackson, qui joue souvent dans ses films. Il a commencé en fait avec les films de Spike Lee, Samuel L. Jackson. Et évidemment, Spike Lee qui joue dedans, oui, alors je vous ai pas dit, mais Spike Lee se met en scène quasiment dans chacun de ses films. Et il joue toujours un personnage assez drôle. Il me fait beaucoup penser à Woody Allen, Spike Lee, pour ce qui est de l'implication, de son implication personnelle dans ses films, et toujours de la même bande d'acteurs qu'il a dans ses films. Dès ses premiers films, il garde ensuite ses acteurs pour plusieurs autres films ensuite. Denzel Washington, Turturro, ils vont tous jouer énormément de fois dans ses films, Samuel L. Jackson. Et lui va se mettre en scène quasiment dans chaque film. Donc on retrouve ce travail bien fait, comme chez Woody Allen, quoi. On sait qu'il y aura toujours à peu près les mêmes acteurs, de très bons acteurs. Il a toujours eu de très très bons acteurs, Spike Lee. Il a fait jouer beaucoup Wesley Snipes, qui était un très grand acteur à l'époque. Maintenant, on s'en rend plus trop compte parce qu'il a disparu des écrans, mais il a fait 2-3 films avec Spike Lee qui étaient géniaux. Dès son premier film, Nora Darling n'en fait qu'à sa tête, qui a été ensuite adapté en série l'année dernière pour Netflix. Je vous conseille cette série qui est assez sympa et qui continue l'histoire du film. Film qui avait une très grande mise en scène, qui était tourné en noir et blanc, et toujours avec une très bonne BO. Spike Lee s'est toujours entouré de grands musiciens pour faire ses BO, et il a toujours pris le compositeur Terence Blanchard, un trompettiste qui vient du jazz, pour faire ses bandes originales, et ça a toujours été des très grandes BO. Moi, j'ai rarement entendu des musiques aussi prenantes. C'est des grandes orchestrations souvent, c'est digne des grands films hollywoodiens. Et dès ce premier film, il y avait toujours une question raciale, une question sexuelle, c'était toujours très ouvert au niveau des mœurs, puisque là il s'agit d'une femme qui jongle entre 3 amants et qui refuse de se faire enfermer dans une case, et qui veut pas se poser et se marier avec l'un d'entre eux. Évidemment, Spike Lee joue l'un des prétendants, il est hilarant. Il y a une énergie folle dans le film, que ça soit au point de vue des prises de vue, de la musique. Moi, à chaque fois que je regarde ces films, je me dis mais c'est rare, quoi. C'est souvent d'une inventivité folle, des mouvements de caméra hallucinants. C'était son premier film, il date de 86,
Et ensuite, il va enchaîner de très bons films, comme Mo Better Blues, qui est un film sur le monde du jazz avec Denzel Washington, qui fait son entrée dans l'univers de Spike Lee. Bon, Denzel, ça fait plusieurs vidéos que je dis que c'est un des plus grands acteurs de sa génération. Moi, il m'a toujours épaté, et dans ce film, il joue un trompettiste, et Wesley Snipes, un saxophoniste. Donc la BO est magnifique, toujours Terence Blanchard à la musique, et ça parle d'une rivalité en fait entre deux potes dans un groupe de musique, dans un groupe de jazz. Je vous ai pas parlé de la sœur de Spike Lee qui joue également dans beaucoup de ses films. Elle joue dans Mo Better Blues, une très très bonne actrice. Ensuite vient Jungle Fever, qui est l'un de ses films les plus connus, l'histoire d'un Afro-Américain dans un cabinet d'architecte qui va tomber amoureux de sa secrétaire qui est italienne, et donc on a une confrontation entre les deux minorités, le point de vue de chaque communauté l'une sur l'autre, des préjugés qu'il peut y avoir entre minorités toujours, hein. C'est un sujet qui reviendra beaucoup chez Spike Lee. Là encore, il y a de très grands acteurs. C'est plutôt... Ouais, c'est une comédie dramatique. C'est pas hilarant, mais il y a toujours un ton très léger. Alors ça, c'est la politesse de Spike Lee, hein. Tous ses films, que ça soit des films très durs ou pas, il y a toujours un ton très léger. C'est toujours sur le ton de l'humour, et même au point de vue de la mise en scène, hein, que ça soit la musique, les couleurs, les mouvements de caméra. C'est toujours très joli, mais souvent pour illustrer des propos ou des sujets assez durs. Ça, c'est la politesse des grands metteurs en scène, hein. John Borman a fait ça aussi très bien dans un film qui traitait de son enfance à Londres pendant les bombardements, qui était un très grand film aussi. Hope and Glory, l'art de montrer des choses très dures, mais sur un ton très léger. C'est pas donné à tout le monde. Pour en revenir à Jungle Fever, hein, c'est l'un des rôles les plus marquants de Wesley Snipes, qui est impeccable. Également Ali Berry, qui fait sa première apparition dans le monde du cinéma. Jungle Fever, donc l'un des plus grands films de Spike Lee, je vous le conseille fortement. Et ensuite, il fera son chef-d'œuvre, que tout le monde devrait avoir vu, c'est Malcolm X, donc le film sur ce leader des années 60, qui était le penchant plutôt violent par rapport à Martin Luther King. À la fin de sa vie, il s'est rapproché de Martin Luther King, hein. Ils n'étaient pas si en conflit que ça, mais cette violence qu'on lui reprochait venait surtout de son expérience de quand il était petit. Il a vu son père se faire traîner par terre et se faire assassiner par les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan. Ça change dramatiquement le destin d'une personne de voir ce genre de choses. Malcolm X a écrit une autobiographie que Spike Lee a lue et qui l'a marqué profondément. Il a depuis toujours eu l'idée en tête de réaliser un film sur sa vie. Il s'est battu avec les studios pour pouvoir le réaliser déjà, puisque Norman Jewison voulait le faire, avec Denzel Washington. C'est un réalisateur qui a offert de très bons rôles aussi à Denzel. Et Spike Lee voulait absolument le réaliser, alors... Jewison, qui n'était pas très content du scénario, a préféré le laisser à Spike Lee. Pour Spike Lee, c'était évident que c'était un noir qui devait faire le film, quoi. Même s'il aimait beaucoup Norman Jewison. Le film est très long, hein. Il dure 3 heures, il me semble. Il est joué par Denzel Washington, qui trouve là son meilleur rôle. La mise en scène est affolante, il y a des mouvements de caméra hallucinants. Il y a encore Spike Lee qui joue le pote de Malcolm X dans le film. Spike Lee a eu du mal à terminer son film, il lui manquait pas mal d'argent, et les studios n'ont pas voulu lui donner. Ils considéraient que le film était déjà assez long comme ça, mais pour Spike Lee, c'était impossible de ne pas terminer le film, quoi. Il y avait trop de choses à dire, ce qui fait qu'il a été obligé de faire marcher ses connexions. Il a appelé Prince, Oprah, Michael Jackson, et ils lui ont tous donné un peu d'argent pour le film, ce qui fait qu'il a pu terminer le tournage.
Michael Jordan aussi lui a donné de l'argent. Enfin, c'est grâce à ses contacts qu'il a réussi à terminer le film. Ils ont bien fait de lui faire confiance puisque ça reste le plus grand film du réalisateur. Après ce film à l'ambition monstrueuse, il va revenir à un plus petit film, un plus petit sujet, son enfance à Brooklyn. Le film va s'appeler Crooklyn, puisque c'est comme ça que sa mère appelait le quartier. C'est un mélange entre Crook et Brooklyn, un mélange entre donc escroc et Brooklyn. Le film sort en 95 sur un scénario de sa sœur, Joa Lee, qui a écrit donc un scénar sur l'enfance qu'ils ont eue avec ses parents. Donc le père qui était musicien de jazz, qui essayait d'en vivre, alors que sa mère était professeure. Et c'est elle qui tenait toute la baraque, en fait, à bout de bras. C'est l'un des films les plus attachants de Spike Lee. On suit surtout la petite sœur, en fait, qui est entourée de 4 frères. C'est très touchant, les images sont très belles. Et il y a une BO fantastique, vu que c'est son enfance dans les années 70. Alors il y a tous les tubes de l'époque, Hendrix, les Jackson 5, tous les grands groupes de l'époque. Un film très agréable à regarder et à écouter. Durant ces années 90, là, il va réaliser plein d'autres très bons films, notamment Clockers, qui était sur des dealers en cité, mais qui échappait à tous les clichés qu'on pouvait voir au cinéma à cette époque-là. Une vision très réaliste de l'ambiance des cités, des parents qui ont l'angoisse de voir leurs gosses fréquenter les dealers qu'il y a en bas de chez eux. Il y a Harvey Keitel qui joue un flic, un des rôles principaux du film, avec John Turturro. Ça devait être Martin Scorsese qui devait réaliser le film, et en fin de compte, il l'a laissé à Spike Lee et il est producteur sur le film. Scorsese qui a toujours été une des idoles de Spike Lee. Ensuite, il y aura He Got Game, un super film avec Denzel Washington qui sort de prison et qui doit convaincre son fils d'intégrer l'équipe de basket de son université d'État. Mais ça va pas être très facile puisque son fils est l'un des plus grands joueurs de basket du pays. Et tout le monde voudrait se l'approprier. Le père et le fils ne se parlent plus, évidemment, alors ça va rendre la chose encore plus compliquée. Bon, c'est un petit peu normal, puisque Denzel, dans le film, est censé avoir tué sa mère, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison. En tout cas, c'est encore un très bon film, assez long, avec encore une musique de Terence Blanchard, excellente, des prises de vue très originales. Ensuite, il réalisera l'un des films que je préfère de Spike Lee, Summer of Sam, avec John Leguizamo, que vous avez déjà vu dans les films de Baz Luhrmann, notamment dans Moulin Rouge ou Roméo plus Juliette. C'est un acteur qui peut jouer vraiment beaucoup de choses très différentes. Le film se déroule à New York, comme d'habitude chez Spike Lee, pendant l'été 77, un été où il a fait très très chaud à New York, et où un tueur en série a sévi tout l'été et qui a tué pas mal de couples, plus particulièrement des jeunes femmes. Le fils de Sam, donc, une grande vague d'angoisse a submergé la ville pendant tout l'été. C'est l'époque du disco, donc tout ça est très bien retranscrit dans le film. C'est une des meilleures reconstitutions d'époque que j'ai pu voir des années 70. On voit tout ce qui est drogue, orgie et compagnie, le Studio 54. Et il y a Adrien Brody qui joue dans ce film, qui est très influencé par le punk, le personnage dans le film. Et il va jusqu'à imiter l'accent londonien, c'est assez rigolo. Et tout le film se passe dans le milieu italien. Il y a un très grand acteur dans le film, Ben Gazzara, qui joue un chef de mafia. Le film a une énergie folle, il y a du suspense, en même temps c'est drôle, c'est très sensuel, comme d'habitude chez Spike Lee. C'est quelqu'un qui a jamais reculé devant une scène torride. Un film donc sur un tueur en série, très intéressant, très bien joué, et qui réussit à retranscrire parfaitement toute une époque. En 2002 sort un film qui va être acclamé par la critique. Il s'agit de La 25e heure, avec Edward Norton, Philip Seymour Hoffman et Rosario Dawson. Oui, je suis troublé puisque elle est en face de moi, Rosario Dawson. C'est celle qui jouait dans Sin City par exemple,
ou dans Clerks 2, ou dans les films de Tarantino. Une super actrice. Un film assez cynique où l'on suit Edward Norton pendant 24 heures. 24 heures qui vont précéder 7 ans de prison. Film post-attentat de 2001. Là, Spike Lee, il est au mieux de sa forme. Un film très profond qui doute beaucoup. L'un des sommets de Spike Lee. En 2004 sort une comédie dramatique, encore une fois, She Hate Me. Film mineur de Spike Lee, mais comme tous ces films mineurs, ils sont quand même très intéressants. Il y a quand même du fond. C'est l'histoire d'un employé qui va révéler des faits frauduleux de sa boîte et qui va se faire virer, évidemment. Et pour subvenir à ses besoins, et vu le train de vie qu'il mène, il va pouvoir se faire de l'argent en mettant enceinte tout un réseau de lesbiennes qui a entendu parler de lui, grâce à son ex, qui est devenue lesbienne, qui aimerait un enfant donc, et qui va devenir son Mac, en quelque sorte, qui va lui ramener un tas de clientes. Le film vaut vraiment le coup d'œil, hein. Il y a plein d'idées, et ça traite de beaucoup de sujets actuels, et j'étais étonné, moi, quand je suis allé le voir, le film, j'étais tout seul dans la salle. Tout seul. Après, t'as le projectionniste qui est venu me voir, qui m'a demandé « Alors, ça t'a plu ?» Mais il avait pas du tout la cote, Spike Lee, à cette époque-là, je sais pas trop pourquoi. Ça changera en 2006, puisqu'il sortira le film Inside Man, un film de braquage avec Denzel Washington, Jodie Foster et Clive Owen. Un très bon film de braquage, plutôt classique, hein, c'est vraiment le film le plus classique de Spike Lee, mais il va retrouver son public grâce à ce film. Je vous le conseille, hein, c'est un très bon film. Hein. Et il n'a pas caché à l'époque qu'il s'était beaucoup inspiré d'un après-midi de chien de Sidney Lumet. Alors si vous ne connaissez pas ce film, c'est une merveille. Je vous invite fortement à le regarder. C'est peut-être le plus grand rôle d'Al Pacino et c'est très drôle. Il y a un scénario super, des dialogues vraiment très très amusants. Et il y a quand même un suspense. C'est l'un de mes films préférés. L'un des derniers films qui est sorti de lui, c'est Chirac. Alors à ne pas confondre avec notre ancien président. C'est un film qui n'est pas sorti en salle, mais qu'on peut voir sur les films, sur le site d'Amazon. Quand vous avez Amazon Premium, vous avez accès à des films. Et il y a les 3 derniers films que Spike Lee a tournés. The Sweet Blood of Jesus, Chirac et une adaptation d'En attendant Godot, qui est pas mal, hein. C'est une pièce de théâtre filmée. Le titre c'est Passover. Alors pourquoi le titre Chirac? C'est le début de Chicago et la fin de Irak. Puisque figurez-vous que c'est le nom que donnent les habitants du sud de Chicago. Ils donnent ce nom à leur zone d'habitation puisque c'est le coin qui a le taux de criminalité le plus fort de la région. Au début du film, on nous cite des chiffres effrayants. De 2001 à aujourd'hui, il y a eu 2349 Américains qui sont morts dans la guerre en Afghanistan. De 2003 à 2011, il y a eu 4424 Américains morts dans la guerre en Irak. Et écoutez bien, de 2001 à 2015, il y a eu 7356 meurtres à Chicago. Donc ça fait autant que les 2 guerres réunies, quoi. Ce film traite donc des guerres des gangs à Chicago. Toujours sur un ton très léger, puisque là, c'est tiré d'une tragédie grecque, où les femmes ont décidé de ne plus coucher avec leur mari pour qu'ils cessent de s'entretuer. Une histoire classique, hein, on a déjà vu ça dans d'autres films qui ont repris cette histoire. Et comme d'habitude chez Spike Lee, il y a une mise en scène très colorée, c'est quasiment comme une comédie musicale, et c'est entièrement en rime. Il a écrit de super dialogues, Spike Lee, hein, tout en rime, et qui font écho à la tragédie grecque, et c'est brillant au niveau du scénario et des dialogues. C'est très actuel, c'est très drôle, et en même temps, voilà, ça traite d'un sujet très grave, c'est très féministe. Il y a une actrice incroyable dans le film, également Samuel L. Jackson, hein, qui s'était brouillé entre-temps avec Spike Lee. Également John Cusack, qui joue un prêtre assez délirant. Je vous laisse découvrir ça. Et Wesley Snipes,
Ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma, et là il a un bon rôle, il joue l'un des chefs de gang. C'est donc à voir sur Amazon Prime, et c'est l'un des meilleurs films qu'il a réalisé. Pour finir cette vidéo, je voulais vous parler du nouveau film de Spike Lee qui sortira fin août, le 22 août, qui s'appelle BlacKkKlansman, et c'est une histoire vraie, c'est sur un Afro-Américain dans les années 70 qui a infiltré le Ku Klux Klan, principalement au téléphone, hein, évidemment, pour pas se montrer. Et quand il devait y aller en personne, il envoyait son collègue juif. Ça promet d'être un film très drôle. D'après ce que j'ai compris, hein, c'est plutôt une comédie, hein, comme d'habitude, un sujet dramatique, grave, mais sur le ton de la comédie. Il a eu le Grand Prix à Cannes cette année, et je suis impatient de le voir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur YouTube. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour voir la conférence de presse de Spike Lee sur ce film. Il a beaucoup parlé de la politique américaine actuelle, du retour de l'extrême droite en Europe. C'était vraiment intéressant et on sentait que ça lui tenait vraiment à cœur. Il paraît qu'à la fin du film, on voit des images des manifs du Ku Klux Klan actuel qu'il y a eu l'année dernière. On voit les images de la voiture qui a foncé dans la foule de contre-manifestants au Ku Klux Klan, et où une femme afro-américaine a perdu la vie. Spike Lee qui avait l'air très heureux de revenir à Cannes, ça faisait vraiment plaisir. Il a bien joué avec les journalistes, avec les photographes, c'était très plaisant à regarder. Il paraît qu'il y a même Harry Belafonte qui joue au début du film, qui témoigne de ce qu'il a vu dans les années 50-60. L'une de mes idoles en musique, Harry Belafonte. Si ce réalisateur vous intéresse, je peux vous conseiller un livre qui s'appelle Spike Lee, American Urban Story, de Karim Madani, et qui est très intéressant et qui est plein d'anecdotes sur New York et sur Spike Lee. Et également ce livre d'interview, mais qu'en anglais, hein, c'est que pour les bilingues, qui va jusqu'en 2001 et qui est vraiment intéressant. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a le site Masterclass, c'est un site payant où on a accès à des masterclass donc de différentes personnalités, de différents milieux, que ce soit l'écriture, le tennis, la cuisine, la réalisation. Il y a Kasparov pour les échecs, il y a Frank Gehry pour l'architecture, il y a Herbie Hancock pour le jazz, très très intéressant. Et il y a surtout Werner Herzog, Martin Scorsese pour les réalisateurs, Judd Apatow qui enseigne la comédie. C'est vraiment très intéressant, hein. Si vous avez un peu d'argent, ça vaut vraiment le coup. Vous en avez pour 4-5 heures de vidéo à peu près par personnalité. Ça coûte quand même 80-90 € par classe. Mais il y a des abonnements maintenant, allez jeter un œil si ça vous intéresse. Et donc il y a Spike Lee qui va arriver là en été pour donner une masterclass. Et c'est souvent très très intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce grand réalisateur qu'est Spike Lee. Je vous invite à aller voir son nouveau film qui sortira donc fin août. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.